Parce que le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Double 6, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection. Stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. On pourrait le croiser dans le bus, plongé dans un pôle austère, ou encore à la caisse d'un supermarché, essayant gentiment de tempérer un jeune enfant agité. Notre invité du jour, il semblerait qu'on le connaît tous, qu'on le croise tous les jours, mais son allure de guy next door ne nous trompera pas. C'est certainement le costume du baroudeur, celui qui peut s'adapter à tout environnement, hormis les plus convenus. Il suffira d'une seconde pour que sa curiosité et sa précision révèlent l'habileté du stratège et de l'instinctif. Une force précieuse pour accompagner la croissance d'une pépite de l'e-commerce français. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Thomas Poulain, le VP Marketing de Back Market, leader des biens électroniques recyclés. Avec Thomas, nous parlons de son parcours, sa rencontre avec Back Market, des enjeux de run and build et aussi de la vertu de l'instinct dans le recueil et l'analyse de la data. C'est à suivre et c'est tout de suite dans Kiss My Scale. T'étais où pendant 10 ans ? J'ai passé... Juste officiellement, on va dire qu'on a commencé. Ok. J'ai un marqueur international fort avant, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents expatriés. Donc j'ai fait quelques pays européens avant et pendant mes études. Pendant mes études, je parlais anglais comme une vache espagnole, donc je suis parti... plutôt que de choisir les destinations exotiques et cool pour faire la fête, je me suis dit, allez, États-Unis, je pouvais partir 3 trimestres, donc je suis allé dans le fin fond de l'Ohio, ce qui était bien. Puis ça m'a permis de bosser là-bas et d'apprendre à parler un peu plus correctement. Et en revenant et en commençant à bosser, j'ai fait 2 ans à la Défense chez IBM. Et à 25 ans, je me suis dit, bon, là, en fait, si je tire le fil, j'apprends plein de choses, c'est cool, mais dans 10 ans, je me retrouve toujours au même endroit, à sortir un peu vomi par le RER tous les matins. Il y a des vies plus difficiles, mais je ne me voyais pas trop faire ça. Et donc, j'ai pris un congé pour création d'entreprise. Et je suis parti le lendemain de la faillite de Lehman Brothers, avec un tout petit peu de pression sociale et parentale sur « mais qu'est-ce que tu fais à lâcher un CDI à 25 ans quand le monde est en train de tomber ?» Et j'ai rejoint des copains aux Philippines. On était partis en vacances. Et on s'est dit « ça a l'air d'être un pays cool, anglophone, les gens sont très sympas, il y a sûrement des opportunités business, il y a beaucoup d'opportunités de voyage, allons-y ». Et donc pendant 1 an, on a monté une agence... on est arrivé avec un projet de monter une agence qui faisait de l'intégration de sites web sur Magento. Donc un intégrateur, on faisait l'intégration sur des places de marché, la place de marché. Et ça nous a payé des voyages pendant 1 an. Voilà. Et après, j'ai rencontré un entrepreneur français qui s'appelle Fabrice Boutin, qui était dans le digital depuis pas mal d'années déjà, avec un business autour de la minceur et du bien-être qui opérait surtout en France. Et j'avais vraiment envie de se faire ce virage digital pleinement. En tout cas, plutôt côté média, marketing qui m'intéressait beaucoup. Et il m'a fait confiance, on s'est fait confiance. Et puis j'ai un peu tout appris avec lui. Et c'est marrant parce que c'était le web un peu plus... cracra, j'ai envie de dire, quoi. Il y avait finalement beaucoup plus d'opportunités. Les GAFA étaient moins présents. Il y avait moins de wall garden entre les régies, il y avait beaucoup d'emailing, il y avait beaucoup d'affiliations. C'était à l'époque où il y avait l'émergence de Facebook. Donc on se posait la question numéro 1 du marketeur, c'était combien vaut un fan Facebook. C'était super intéressant. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 4 ans avec plein de choses à l'intérieur très très sympas. Autour de l'acquisition, autour du product management. J'ai une équipe de customer service. J'ai managé des nutritionnistes et des diététiciens et des diététiciennes, c'était assez fun. J'ai monté un site e-commerce pour faire de l'upsell sur des programmes de coaching, qui étaient des programmes de coaching minceur à l'époque. Et puis après, sur la dernière année, on s'est dit, allez, on lance... Donc j'étais à Manille pendant 4 ans pour répondre à ta question à ce moment-là. Okay. Enfin, j'ai fait 6 ans en tout à Manille et 4 ans avec cette boîte. Et à la fin, on s'est dit, allez, on lance cette technologie, ces programmes minceurs dans d'autres pays. En Espagne et aux Philippines, c'était assez simple, le pays assez latin finalement.
assez similaire à la France, donc ça a marché. Et puis US et Chine, alors là, on n'est pas allé avec les bons moyens, avec beaucoup d'ambition, mais pas les bons moyens, donc ça n'a pas marché, mais on a appris beaucoup, c'était très très fun. Et au bout de 4 ans, je voulais changer et je suis rentré chez Google. Donc j'ai fait un pas de côté assez important dans les équipes grands comptes pour structurer le marché philippin qui n'existait pas. Donc j'étais un des premiers employés de Google Philippines pour structurer toute l'approche commerciale aux Philippines, en pensant que j'allais arriver sur des thématiques beaucoup plus performance marketing, qui était quand même de là où je venais. Et finalement, pour me retrouver en charge d'un portefeuille de clients d'e-branding, c'est-à-dire de problématiques très FMCG, assurance, telco, sur des problématiques vraiment de création de marque et de pénétration. Et ça voulait dire YouTube, que je ne connaissais pas. Et donc, je suis rentré un peu par la petite porte YouTube sur le marketing de marque, des problématiques de création de marque, du travail avec des agences médias, avec des agences créa, et des énormes annonceurs qui dépensent 99% de leur mix média marketing sur la télé. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis après, pour des raisons personnelles, 6 ans aux Philippines, j'ai rencontré ma femme là-bas très tôt quand je suis arrivé. On avait un premier enfant en route et là on s'est dit, bon, élever un enfant à Manille, plus trop le même deal, plus trop le même plaisir, pas génial pour les enfants. Et donc on est parti à Londres. Et je suis parti à Londres chez Google m'occuper de L'Oréal pour l'Europe du Nord. Donc j'ai remis un pied dans le retail puisque L'Oréal avait une boîte qui s'appelle The Body Shop à l'époque, qui a été revendue depuis et qui était un super acteur retail, très très en avance sur les logiques O2O, qui faisait des trucs assez cool avec Google autour des beacons, qui étaient des petits récepteurs qu'on mettait dans les magasins pour essayer d'aller vraiment mesurer finement le trafic en magasin. Donc des annonceurs ultra innovants, donc passer d'un marché très très intéressant d'un point de vue marketing, parce que les Philippines c'est mobile first, voire mobile only. Donc c'était 10 millions de personnes qui arrivaient sur Internet chaque année juste avec un mobile, donc des habitudes radicalement différentes de ce qu'on a dans nos pays dits un peu plus digitalisés. En fait, la digitalisation se fait à grande vitesse sur un marché UK qui est le plus digitalisé, avec les CPM les plus hauts au monde, des annonceurs très très avancés, beaucoup moins de défiance qu'en Asie ou en Europe mainland par rapport à Google notamment et au GAFA, parce que beaucoup plus anglo-saxon dans l'ADN. Et c'était super intéressant. Et après Paris, même raison, deuxième rapprochement. Ma femme m'a dit, bon, moi je passerais bien quelques années en France. Ok. C'est les Philippines ou France? Les Philippines. Ok. Donc je voulais pas la forcer à... En fait, je pense que c'est plus personnel, mais pour rentrer, c'est moi qui n'avais pas fondamentalement envie de rentrer en France tout de suite au début. On a bien compris. Donc c'était UK, ça m'allait très bien d'avoir un terrain neutre. C'était un bon stretch pour moi aussi parce que culturellement c'est vraiment un marché très différent et pas facile. Mais France, il y avait une opportunité géniale chez Google d'aller travailler avec les scale-up sur un portefeuille vraiment dédié à des marketplaces. D'abord plus large que le retail, puis recentré sur le retail. Donc j'ai eu l'occasion, c'était une super opportunité de voir de l'extérieur, mais quand même, de l'extérieur, relativement de l'extérieur, même si j'étais au cœur de la machine marketing quand même en étant chez Google, des super histoires comme Mano Mano, comme Back Market, on va y revenir. J'ai travaillé avec Cheers, qui était un peu plus petit, mais qui était très intéressant aussi, et d'autres. C'était quoi ton rôle, du coup? J'avais un rôle qui s'appelait Industry Manager, donc j'étais grand compte sur ces clients-là. Google France, sur l'initiative de François Braque, avait fait un pari que je trouve super intéressant, de sortir un peu des critères habituels de servicing, de support de ces comptes, qui sont généralement liés à des tailles de comptes, et où sont les personnes qui prennent des décisions budgétaires. Donc c'est surtout des annonceurs qui auraient dû être supportés par des account managers à Dublin. Et ils se sont dit, OK, il y a un truc qui se passe, French Tech, Startup Nation, il y a pas mal de boîtes qui commencent à lever un peu, 2017, 2018, avec des business models un peu innovants. Faisons le pari de les supporter avec de la data, avec des profils plus marketing tech, avec des insights de manière plus forte, pour voir ce qui se passe, pour les aider à accélérer. Donc c'était ça le cœur de la mission. Donc les aider à réfléchir sur la bonne utilisation des outils Google, surtout de l'Ads, dans des boîtes qui, par défaut, puisque tu lèves et que tu dois croître très très vite, tu utilises des canaux, des médias très last click ou très bas de funnel, quoi. Et ça, en bas de funnel, tu as surtout
surtout Google Ads, shopping pour les retailers. Et donc la capacité de ces annonceurs à bien utiliser ces canaux-là et en tirer le maximum de profit finalement, et de le piloter de la manière la plus agile possible, c'est une des clés de la croissance. Et donc je le regardais et je le conseillais de manière assez proche. Voilà. Après, j'ai pris le retail de manière un peu plus large, retail pure player, donc avec des acteurs un petit peu plus traditionnels, mais tout aussi agiles, comme du Cdiscount, Rakuten. Puis à la fin, je me suis fait un dernier petit stunt avant de partir, mais là, j'avais déjà un peu back market dans la ligne de mire autour du produit, donc à gérer une équipe de ce qu'on appelait de performance specialists, qui allait soit accompagner des acteurs plus traditionnels du retail sur la transformation digitale, des enjeux de mesure online to offline notamment, soit des pure players très avancés, dans toujours aller continuer à garder un peu cet avantage concurrentiel que les gros annonceurs pure players essayent d'avoir dans la maîtrise des produits à la performance. Donc il y a eu ce petit stunt en amont aux Philippines. J'ai fait pas mal de consulting, de freelancing aussi sur le côté. Et puis en 2016, quand j'étais à Londres, j'avais un peu plus de temps. Je ne sais pas comment, mais j'avais un peu plus de temps. Et j'ai 2 autres copains qui étaient basés à San Diego. Et un m'a appelé en disant, dis donc, je voudrais monter une place de marché de location de voitures de collection aux US. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à bootstrapper toute la partie marketing. Donc, est-ce que tu peux me filer un coup de main ? J'ai dit oui, je ne sais pas pourquoi, parce que j'adorais l'idée, mais d'un point de vue temps, c'était quand même un peu challenge. Mais ça m'a permis déjà à ce moment-là de faire le truc soirée week-end, mettre les mains dans AdWords, réfléchir à un positionnement de marque from scratch, faire un brand onion et de se dire ok, c'est quoi notre ton, c'est quoi un peu l'identité de marque, même si on ne se lançait pas tout de suite dans des grandes opérations de branding. Et c'était cool parce que j'ai vu vraiment de l'intérieur la difficulté à bootstrapper une marketplace, où en fait si tu n'as pas la supply et la demande qui avance à un rythme relativement coordonné, tu grossis pas. Tu crées de la friction, soit tu as beaucoup de demandes, tu as envie d'être dans cette situation-là, tu as beaucoup de demandes, mais tu n'as rien à offrir, et donc l'expérience est vachement dégradée. Soit tu arrives à connecter ta supply assez rapidement, mais si derrière tu ne fais pas venir du client et du business, tu les perds et ils vont ailleurs. Donc ça, c'était la petite pépite entrepreneuriale sur le côté pendant 4 ans. 4 ans ? Ouais. Ah oui, quand même. Là, on a revendu en 2020. Ah, donc ça... Ok. Ça parce marchait que pas la mal. façon dont on a parlé, ça sonnait comme la coquille vide, mais en fait... Non, on a fait du business. J'ai un très bon copain, Pierre, qui était CEO, qui était un bizdev hors pair, et qui a sillonné les US, la Floride, la Californie, pour aller à la mano connecter des vendeurs, des loueurs pros qui avaient des voitures de collection sur la plateforme. Et donc, à la main, il est allé en plugger 2500. Et à côté de ça, on essaie de targeter le marketing le plus précisément possible pour que ça matche, tout en bossant sur le produit. Et là, on a eu des hauts et des bas à côté tech. On a un fondateur qui est parti. On a essayé de bosser avec un dev. C'est finalement là où on a lutté le plus parce qu'on n'avait pas un CTO très fort d'entrée de jeu. On a pas mal lutté sur les sujets d'assurance, ce qui nous a obligés à pivoter de B2C à B2B. Puisqu'en B2B, tu peux commencer à louer plein de voitures qui ne roulent pas. Donc, en fait, on s'est retrouvé à louer plein de voitures pour des influenceurs qui avaient besoin de faire un photoshoot. Voilà. Et à un moment, on a même mis, alors c'était notre grand fait de gloire, on a mis une Cadillac louée sur notre plateforme au Super Bowl avec un rappeur américain dont je me souviens plus le nom. Voilà. Et donc, on a cette capture d'écran je sais pas, c'est pas Dr. Dre, on va dire Dr. Dre qui arrive avec un énorme manteau de fourrure très bling bling sur une Cadillac au milieu du Super Bowl. Trop bien. Voilà. Mais alors là, écoute, je vois déjà le biais qu'on a dans cette conversation, parce que l'instinct collectif, c'est l'espace de l'entrepreneuriat. Et alors, c'est toujours... Quand tu étais entrepreneur, tu te sentais entrepreneur ou tu te sentais ou plutôt expérimenter quelque chose ? Tu te définissais comment à ce moment-là ? Je ne sais pas si je me sentais entrepreneur. J'avais envie de créer quelque chose de mes mains. J'ai jamais eu envie de le faire tout seul. Je l'ai fait un peu sur quelques missions où je voulais gagner un peu plus de blé quand j'étais en Asie. Et j'avais un peu d'expertise sur l'emailing notamment. Et donc, j'ai fait un peu de consulting.
Mais en fait, dès que j'étais tout seul à créer, ça me gonflait, quoi. Je voyais pas l'intérêt, j'avais pas les interactions, j'avais pas cette espèce de vibe que t'as, t'es un peu tout seul le soir à essayer de créer un truc. Donc je me définissais pas comme tel, mais j'aimais beaucoup l'idée que j'étais entrepreneur, je pense. Et j'ai toujours eu envie que ce truc marche suffisamment pour me dire c'est bon, financièrement ça colle à peu près, on va y arriver, je prends toute la famille et j'y vais, quoi. Je demande ça parce que dans les discussions, dans les conversations avec les entrepreneurs, on part du rapport au masque, du rapport au costume de l'entrepreneur, qui peut vite devenir une identité. D'où le fait que quand tu dois revenir parmi les civils, parmi les mortels, tu vois, c'est presque de l'ordre de l'impossible pour certains d'entre eux, mais il y a autant de rapport à ça que d'entrepreneurs. Et du coup, je me demande comment tu as pu vivre ça. Qu'est-ce que tu as fait de ton costume ? Je pense que je ne l'ai jamais vraiment mis. Ou alors j'ai dû me déguiser pendant des périodes de temps très courtes. Je me définis plus comme un intrapreneur. Moi, j'aime mieux ce concept d'entrepreneuriat. Et ça me rappelle cette petite anecdote, peut-être marrante ou pas d'ailleurs, vous jugerez, mais je me souviens avoir fait très jeune, peut-être primaire, non, ça devait être collège ou début de lycée, on faisait des espèces de tests qui nous disaient voilà ton métier un peu type. Et mon métier type à l'époque, c'était conducteur de bus, qui m'avait un peu choqué parce que je me suis dit bon, en fait, j'ai envie de faire autre chose et j'ai pas envie de faire la même chose toute ma vie. Là, je crois qu'on a le teaser de l'épisode. Et ça m'avait été expliqué par la personne qui m'avait fait ce test en disant en fait, le conducteur de bus, il est dans un cadre structuré, existant, il a une route à tracer, mais il est libre. La façon dont il conduit son bus, voilà, ça m'avait marqué. Après, bon, les lignes de bus, on n'a pas vraiment beaucoup de liberté, donc je suis pas sûr que ça soit un bon titre pour l'épisode. Mais je me définis plus comme ça. Et je pense, je sais pas, entrepreneur, les gens je suis toujours un petit peu méfiant par le titre entrepreneur, parce que maintenant c'est comme influenceur, quoi. J'ai du mal à comprendre que ce soit un métier, c'est une vocation, c'est une fibre, mais il y en a de plein de sortes différentes. Moi, je pense que si je me relançais dans un truc seul ou avec des copains, mais à repartir de zéro, j'aurais probablement besoin, après quelques années, d'aller me ressourcer dans un cadre un peu différent, soit salarial, soit dans une boîte un peu plus grande, soit faire du conseil, mais ça me paraît, c'est une débauche d'énergie tellement forte, ça t'en donne aussi énormément, que je suis pas sûr qu'il y ait un template, un masque un peu unique, quoi. Ça tombe bien parce qu'il y a le livre juste à côté de moi, puis je pense qu'il y a quelques clés de... Ok. Alors, la rencontre avec Back Market, du coup. Alors, la rencontre avec... Qui date de Google, manifestement. Ouais, elle date de Google. En fait, j'ai rencontré... Moi, j'ai rencontré... Tu as essayé de choper qui je crois savoir, mais... Je sais pas, parce que je travaille avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup aussi, qui s'appelle Guillaume Rouby, qui est le CMO de Back Market, qui est... en fait, il le dit pas, on ne dit pas, mais c'est un fondateur de Back Market, ou c'est le premier employé de Back Market. Une des personnes largement, sinon responsable de toute cette belle croissance qu'il y a eu depuis quelques années. Et Guillaume, ça a été mon premier contact chez Back Market, au moment où, comme j'expliquais tout à l'heure, Google s'est dit « Ok, Back Market, c'est bon, on les gère depuis Paris, on y met les bouchées doubles, on comprend mieux le business, on est plus pertinent dans nos recos, etc. » Donc, premier meeting avec lui, mais je crois que je l'ai fait avant de partir. Chez Google, on a des conditions formidables, donc j'ai dû partir 7 semaines en congé paternité pour mon second. Donc, c'était un peu une intro à double coup, quoi. Ça a été fait juste avant, donc j'avais peut-être la tête à autre chose. Et puis en revenant, là, on a commencé à se parler et se parler régulièrement. Donc on a toujours eu, depuis le début, un truc qui était très cool pour mon job et très intéressant et fascinant pour moi, c'était un déj mensuel qui dérivait pas mal dans l'après-midi, où il me racontait plein de choses sur le business. Et donc j'ai eu l'opportunité vraiment, vraiment incroyable de pouvoir rentrer avec beaucoup de transparence de sa part, toujours, là où logiquement, les annonceurs sont souvent un peu plus distants, un peu plus méfiants à l'égard de leurs commerciaux, des commerciaux avec qui ils travaillent, même si Google est plus pignon sur rue. Donc très transparent. Et voilà, on s'est beaucoup parlé dans une logique annonceur-client, avec beaucoup de confiance. Il m'a pas mal challengé sur des choses à réaliser qui étaient assez difficiles. Et puis moi, j'avais un job chez Google qui est un job de chef d'orchestre, mais qui est fondamentalement ambigu. Tu fais avancer une organisation qui est très plate. Tu as très peu de gens en direct. Et donc, il faut arriver à animer une communauté d'experts de plein de bords différents
via de la motivation qui ne peut être qu'intrinsèque parce qu'ils n'ont pas forcément envie de travailler avec toi. Alors, tu peux t'aligner sur leurs objectifs, etc. Mais si tu n'as pas un truc un peu cool à leur montrer et que tu veux craquer avec eux, c'est difficile de les emmener. Ça, Guillaume était très fort pour me briefer dessus. Puis il avait compris que ça m'aidait bien. Donc on s'est pas mal rapproché sur ce genre de sujet. Et puis, alors on fera l'histoire, je ne sais pas, j'ai ma petite idée, mais à l'été 2019, il me dit je commence à rechercher, ainsi que les autres membres du COMEX, des VP, parce qu'on grossit vite et j'ai besoin que quelqu'un m'aide à venir structurer cette équipe qui, à l'époque, faisait 35 ou 40 personnes, 30 personnes peut-être. Mais il ne me le dit pas en me le proposant. Il me dit je commence à chercher. Donc forcément, moi, dans ma tête, ça fait ding, 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 direct. Mais je ne mords pas tout de suite. Mais on s'est parlé pendant une bonne année, une année ou une année et demie. Quand même. Ouais. Ah, vous êtes allé lentement. Covid, après j'ai repris un job, ma femme a fini ses études, voilà. Et puis on continue à travailler ensemble au quotidien. Donc je suivais ça de loin. Comme il ne trouvait pas non plus, j'étais moins sous pression. J'ai raté le lever du coup. Et ça, il s'amuse à me le faire sentir, ou à me le dire, ou à me le faire remarquer autour d'une bière souvent. Et je suis arrivé il y a un peu plus d'un an, en mars 2020. Oui, donc c'est vrai que toute cette... ensuite, l'observation sur... l'observation à ton arrivée, comment on prend ses marques, comment tu définis une roadmap. Vu la relation que vous aviez, comment t'es arrivé puis, je sais pas d'ailleurs. Comment s'est passée ton arrivée, vu l'historique que tu connaissais sur le... C'était très... c'est une bonne question. C'était très bizarre parce que j'avais presque un statut d'insider. En fait, je suis arrivé, je connaissais la plupart des gens de l'équipe. En tout cas, je connaissais les managers. Dans un univers assez familier, parce que très fort sur le média quand même, qui reste le nerf de la guerre et le moteur de croissance, jusqu'à ce qu'on ait établi une marque un peu autosuffisante où la plupart des consommateurs nous connaissent et viennent taper Back Market directement dans l'URL de leur browser. Donc j'avais cet aspect très insider ou très familier. Et en même temps, je me suis très vite rendu compte que je connaissais peut-être 10% de l'organisation. J'étais très peu exposé à toute la partie supply, j'étais très peu exposé aux opérations, j'étais assez peu exposé aux produits, beaucoup moins forcément à la finance et encore moins à la tech. Donc, envie d'aller vite et d'accrocher le wagon très rapidement. Donc, premier soir, stimulus check aux US, pic de demande incroyable, opportunité incroyable parce que en fait, les Américains, on leur a donné $1 200 et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont acheter des téléphones avec. C'est un peu triste, mais c'est ce qui s'est passé. Et nous, on avait déjà des positions intéressantes aux US. Donc, premier meeting à prendre des décisions sur des stratégies d'enchères, des décisions de marketing. Et en même temps, toujours dans mon onboarding, avec une liste de 50 personnes à rencontrer. Et je voulais vraiment prendre ce temps-là et le sanctuariser parce que c'est super important de bien expliquer dans quel contexte on arrive. Et j'étais le premier, en tout cas VP sur cette partie du business. Donc j'avais aussi des questions assez transparentes sur qu'est-ce que tu viens faire, pourquoi tu es là. Certains me disent je ne comprends pas pourquoi tu es là. Et donc il fallait prendre la température de leur compréhension de mon rôle, de leurs attentes aussi, et de définir ou d'ajuster ce que je voulais faire par rapport à ça. Alors quel est ton rôle ? C'est difficile à expliquer. Non, j'essaie de le décrire de deux manières différentes. D'un point de vue, on va dire, fonctionnel, métier, je structure 3 piliers. Je structure avec l'équipe, avec Guillaume, je ne suis pas tout seul, bien sûr, mais j'installe 3 piliers d'expertise qui vont venir structurer un marketing international chez Back Market. Un pilier autour du média, comment on acquiert des clients, comment on construit une marque. Ça, c'est super important sur 15 pays, 6 pays prioritaires aujourd'hui, mais 15 pays sur lesquels on opère aujourd'hui. Un deuxième pilier autour de l'engagement, c'est-à-dire tous mes touchpoints au niveau du CRM, les prospects, les clients, les touchpoints sur le site via le merchandising. Et une fonction ultra importante dans les marketplaces qui s'appelle le catalogue, c'est-à-dire faire bien la jonction entre les produits, les catalogues des marchands et l'injection sur le site, puis dans les flux, typiquement les flux shopping. Et ça, c'est chez nous dans cette équipe et ils travaillent de manière très proche avec l'acquisition et l'engagement. Et un troisième pilier qu'on a appelé Growth, probablement un peu hashtag, mais parce qu'il a 2 fonctions principales. Il y a un aspect growth organique avec tout le SEO et un aspect growth au sens de scale-up, c'est-à-dire tout le marketing tech. Donc tous les outils d'analytics notamment,
tous les sujets de privacy qu'on tacle ici, bien sûr tout le tracking qui est dans ce pilier et qui pourrait, qui est à cheval avec le produit. Enfin, c'est des organisations où on doit se demander tous les 6 mois si c'est toujours le bon setup. Donc on se pose ces questions-là. Et ça, c'est ce que je fais d'un point de vue fonctionnel, avec un enjeu qui est de structurer l'équipe, d'aider les gens à sortir un peu le... Je me rends compte que tu vois, on a une innovation depuis quelques jours. Oui. C'est cette chose. Tu vois, c'est vraiment un produit naturel. Ouais. On va dire, Ça marche bien, hélas. ça. Et... Tu veux que je dessine quelque chose, c'est ça? Et ben ton rôle, tu vois, parce que j'étais en train de le faire, mais en fait, c'est encore mieux si c'est toi. Bah, c'est ces 3 piliers-là. Là, tu les as fait, hein, il y en a 3. Ouais. Hop. Avec un fonctionnel. On a le média, on a l'engagement et on a ce que j'appelle growth. À l'intérieur de ça, on met, je durcis un peu le trait, hein. Perf brand, CRM, merch, catalogue, SEO et on va dire Martech. Pour l'instant, tout ça va vivre, donc probablement qu'au moment où ce sera live, cette interview sera live, ça aura changé. Mais fonctionnellement, c'est ça que je gère aujourd'hui, avec 2 équipes qui ont changé depuis qu'ils nous ont rejoints, super importantes. Une équipe autour, on appelle ça Customer Value Management, on s'est un peu creusé la tête pour le nom, c'est pas très important. On a un enjeu qui est de commencer à regarder à un horizon beaucoup plus lointain. Donc j'ai appelé ça, pour reprendre mes dessins, j'ai appelé ça CVM, je le mets là, il est comme ça. L'enjeu, si je le résume, de cette équipe, c'est de nous aider collectivement, en commençant par le marketing, à regarder autre chose que de la GMV, des taux de conversion, du CVR immédiat, et d'aller regarder de la LTV, et d'aller comprendre ce qui se passe quand on recrute des cohortes de telle ou telle manière. Quel est l'impact pour nous financièrement à un horizon 12, 18, 36 mois. Donc il y a plein d'actions que tu ne peux pas mesurer puisque tu viens de les mettre en place, hein. L'application dans certains pays, elle est live depuis 6 mois, donc tu as peu de recul. Mais ça nous donne des insights. C'est difficile à structurer d'un point de vue data. C'est très difficile à analyser parce qu'il y a beaucoup de data. Mais quand on arrive à avoir un peu de clarté et de focus là-dessus, on en tire des insights incroyables. Et on se retrouve, et c'est ça que je préfère, c'est quand on arrive à prendre des décisions qui sont complètement contre-intuitives. Parce que on va payer cher là, 3 mois, 6 mois, on va payer super cher. Donc on n'a pas envie d'y aller. Tout le monde push back. Et puis en fait, t'y vas, il faut se mouiller. Soit tu vas avec de l'intuition parce que tu te mouilles, soit tu vas parce que tu as fait l'expérience et puis tu es assez fort pour faire passer ton message, soit tu vas pas, mais ça c'est le pire. Et puis à 12-18 mois, il y a un truc magique qui se passe, c'est qu'en fait c'est vertueux. Raconte-nous. Tu veux un exemple précis? Ouais, un exemple. Je sais pas si j'ai des exemples précis à te donner. Tout le monde. Non, mais il y a un truc, il y a des trucs très, très évidents. Typiquement, quand quelqu'un rentre chez Back Market pour acheter un MacBook ou un laptop, on va dire un MacBook parce qu'ils sont chers, même s'ils sont moins chers quand ils sont reconditionnés. En fait, l'AOV du MacBook, tu vois, 700 ou 800 euros, elle vient contrebalancer tout ce que tu peux faire en repeat derrière, en rétention. Même si tu as des clients qui reviennent plein de fois, tu as tellement un premium sur ton AOV instantané que même à 18, 24, 36 mois, tu peux réengager comme un malade, tu ne les retrouveras pas. C'est assez obvious, mais en fait, quand tu regardes la donnée, tu vois que si tu as vendu des AirPods reconditionnés pour commencer, ça va être très difficile de les retrouver avec de la valeur in fine. Après, de manière complètement brute, on est ravis d'avoir des clients qui viennent acheter du reconditionné plutôt que du neuf. On n'a pas parlé de la mission et de pourquoi on est là, mais c'est ça qui compte d'abord. Là, on est plutôt dans la machine et dans l'analyse et dans l'optimisation. Je vais te donner un autre exemple. Les étudiants. Alors, je mets de côté le fit naturel de la population étudiante avec Back Market, le ton de la marque. Je mets ça de côté. Tu leur donnes 5% parce que c'est un programme étudiant et c'est plutôt standard. Puis en fait, il y a un niveau de repeat incroyable. Il y a une LTV à horizon 12-18 mois qui est ultra bonne, qui est ultra vertueuse. C'est probablement le cas pour tous les business, mais ça nous permet de le mesurer. Chose qu'on n'était pas capable de faire avant. Et le Graal un peu derrière en acquisition, mais ça c'est très compliqué à faire, c'est d'arriver à changer l'organisation pour se donner les moyens d'aller acheter certains clients beaucoup plus cher que ce qu'on ferait aujourd'hui, parce qu'on sait qu'à horizon 12, 18, 24 mois, c'est vertueux. C'est très difficile à mettre en termes de pilotage, parce que ça veut dire qu'au mois, tu dégrades vachement tes finances, et c'est difficile de convaincre l'organisation de le faire, parce que un PNL, c'est fait à 12 mois, ou c'est fait au quarter, au trimestre.
Donc c'est un saut un peu dans l'inconnu qui est difficile à franchir. Mais au moins, on a les données pour le faire. J'ai du mal à... J'ai l'impression qu'il y a une pépite. Enfin, tu as vu le schéma dont tu parles quand tu vois une pépite. Mais j'ai du mal à saisir, je crois, la pépite que tu vois grâce au modèle. La pépite que... Alors, je vais le faire de manière un peu plus abstraite. Je te donne un exemple. Mais, c'est pas les vrais chiffres, mais... Aujourd'hui, acheter un client via l'installation d'une application, c'est difficile, ça coûte cher parce que les coûts de download sont très chers, et puis le prix monte, et surtout c'est très opaque parce que avec toutes les différentes législations autour de la privacy, c'est super compliqué à mesurer. Donc tu as déjà un premier biais, c'est que tu as envie d'aller faire ce que tu peux mesurer et pas aller faire l'autre, même si ça a vachement de sens d'un point de vue marketing. Tu as en plus les gens qui vont dire que oui, mais en fait c'est normal que tu télécharges plus l'app parce que quand tu viens d'acheter, tu as envie de le suivre, etc. C'est vrai, mais en fait ça reste un cercle vertueux. Et donc in fine, tu peux te retrouver à ne pas prendre cette décision-là, alors qu'à 6 mois, tu vas voir un différentiel de 20, 30, 40% sur ta LTV, c'est-à-dire la somme, enfin ton revenu à cet horizon-là. C'est plus clair ? C'est plus clair. Ok. Merci. J'ai pas eu l'impression d'être méga clair. En tout cas, avec l'exemple de l'app, Okay. ça y est, moi, ça me paraît concret. Okay. Mais du coup, je peux donner un autre exemple. De manière encore plus simple, si on se dit qu'on est OK pour acheter un client 100 € parce qu'il va nous rapporter 110 €, il y a plein de décisions qu'on ne peut pas prendre avec ça. Typiquement, si je sens que mon client va m'en coûter 120, j'y vais pas parce qu'il va me rapporter que 110 et je vais perdre de l'argent. Et ça, c'est quand je le regarde de manière très factuelle à un horizon de temps assez court, 1 mois, 3 mois. Si j'ai les moyens techniques, data, people, de regarder ce qui va se passer à 12, 18 mois, peut-être qu'à 18 mois, je vais me rendre compte que ce client me rapporte 200 €. Si j'ai les moyens de le voir, je prendrai une décision différente et je me dirai, OK, j'y vais. Parce qu'en fait, même si là, j'ai l'impression de perdre de l'argent, en fait, j'en gagne. Est-ce que le business et est-ce que collectivement, on est d'accord pour investir finalement sur des temps plus longs ? Ça, c'est le challenge. Donc, c'est un peu de change management, c'est beaucoup d'éducation. Et puis, on ne sait pas. Fondamentalement, on a aujourd'hui une analyse sur des cohortes passées. On ne sait pas comment elles vont se comporter dans le futur. On n'est pas encore dans des modèles prédictifs. Ça, c'est la version après. C'est des data scientists, du coup, des gens de ta... C'est des profils, ouais, c'est des profils data, mais l'enjeu, c'est qu'ils comprennent bien le business pour être capable de faire la jointure et faire la recommandation. Et donc, c'est toi qui les pilotes ? Ouais, j'ai une personne fantastique qu'on a recrutée spécifiquement pour structurer cette partie-là. Ok. Parce que je trouve ça intéressant quand on est amené à piloter des compétences qu'on n'a pas forcément. C'est dur. Et là, on est un peu dans quelque chose de la machine. Super dur. Donc, comment... C'est super dur parce que tu sais pas ce que tu sais pas. Et donc, en fait, au final, c'est uniquement une question de fit et de confiance. Et ça te remet systématiquement face à tes propres turpitudes de est-ce que je fais suffisamment confiance ? Est-ce que je suis pas trop light ? Et en fait, je sais pas ce qui se passe, je vois pas, et donc on est faible. Ou est-ce que je suis dans le micromanagement, mais en même temps je comprends pas, donc puis c'est destructeur. Donc c'est super compliqué, mais c'est génial. Mais ça en revient un peu à la tarte à la crème des scale-up, c'est le recrutement, quoi. C'est les people que tu recrutes, la confiance que tu leur donnes, l'autonomie que tu leur donnes, le fit culturel, c'est que ça. C'est que ça. Et ça rejoint, tu vois, sur ta question initiale de qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon rôle. Ça, c'est la description un peu tangible avec un org chart, une job description, etc. La réalité, c'est plutôt je viens aider à structurer, à passer cette équipe de 30 à maintenant 70 personnes, demain 100 personnes, et essayer de résoudre des complexités liées à l'internationalisation. Il y a 1 an et demi, 2 ans, Back Market, c'était quand même très franco-français, même si on avait d'autres pays qui tournaient. On avait des enjeux de création de marque sur la France. Là, on en a sur plein de pays. Dans des pays où l'achat de seconde main, l'achat circulaire n'existe pas, donc il faut créer des habitudes de consommation complètement nouvelles. Ça, c'est difficile. Il faut éduquer, mais éduquer, ça coûte très cher. Puis si tu éduques pour les autres, tu as un peu raté le train. Mais si tu t'éduques pas assez vite, tu laisses les autres rentrer. Et pour revenir à cette mission un peu moins formelle, c'est vraiment aider à structurer ça et à résoudre cette logique orga. Moi, j'aime beaucoup ça, avec les gens au milieu, les compétences au milieu,
pour que ça marche sur plein de géographies différentes, plein de marchés différents. Et avec l'attention de à quel moment ça a plus de sens que ça soit une équipe locale qui le fasse versus une équipe globale. Donc là, si on imagine ta liste de problèmes à résoudre, il y en a deux que j'aimerais bien qu'on regarde. C'est celle que tu as pu rayer et laquelle jusqu'à ce qu'elle revienne. J'imagine que parfois tes problèmes à résoudre reviennent. Et celle qui est en cours. J'ai toujours beaucoup de mal à dire ce que j'ai rayé. Un, peut-être par fausse humilité. Deux, parce que je pense que si on se dit que c'est fait, en fait, c'est un univers tellement rapide, véloce et ambigu. Et la réglementation évolue vite. Le digital a 20 ans, quoi, donc c'est encore complètement naissant. Que si on se dit intellectuellement qu'on a réglé un problème, qu'on a fait quelque chose, je pense qu'on se crée des problèmes pour la suite. Donc il y a une forme de... Il faut rester très attentif, quoi. Je me dis que ça doit si c'est ça, ça doit être une charge mentale énorme. Ouais, c'est assez chargé, ouais. C'est assez chargé, mais ça fait partie du rôle et je me l'impose aussi pour qu'on continue à penser à tout ça, quoi. Après, je peux pas tout tacler, donc il y a des portes ouvertes. La difficulté, c'est de garder ces trucs ouverts et d'être en paix avec ça. Et c'est ça le truc le plus difficile. Et je pense que, peut-être pour répondre à ta question, du coup, c'est être en paix avec le fait qu'il y a des choses à tacler. La liste, elle est très très longue. Et on revient un peu aux fondamentaux du gros hacking, quoi. J'ai une liste de choses à faire, puis je vais tacler la première, et puis quand j'aurai fini la première, je vais passer à la deuxième. C'est pas grave si la première revient un moment, peut-être qu'elle reviendra plus bas dans ma liste, mais je me concentre dessus. Donc c'est peut-être sur l'année qui s'est passée, c'est comment être en paix avec le fait qu'il y a des choses à faire. C'est pas grave si elles sont pas faites, du moment que c'est pas les 2-3 trucs que j'ai tout en haut de la liste qui sont les plus critiques pour le business et pour les gens. Et donc en cours, il y a ce sujet-là, le sujet de la priorisation, le sujet de comment on s'équipe collectivement au niveau back market, mais je pense que c'est un sujet de scale-up, et plus particulièrement pour l'équipe marketing, moi le premier. C'est un sujet d'organisation tout court. C'est un sujet d'organisation tout court, ouais. Enfin, mais que je sens de manière beaucoup plus forte dans des orgas par rapport à Google, tu vois. Oui, ok. Chez Google, il y a un truc, il y a les OKR, c'est super bien structuré, c'est assez décentralisé, c'est assez plat, il y a des bons outils, et puis il y a des ressources, il y a beaucoup de gens, c'est une organisation riche. Là, on a un niveau d'ambition, de rapidité, de vélocité qu'il faut avoir, qui met la priorisation beaucoup plus sous tension. Et puis en fait, on est un peu tous comme des enfants dans des magasins de bonbons aussi. Il y a tellement de trucs cool à faire sur une mission qui est belle et je pense bonne et durable, qu'on a envie de faire plein de trucs. Et donc c'est très très difficile de s'auto-limiter. C'est très très difficile parce qu'on a envie de tout faire, on a envie de le faire vite. Puis on a des contraintes comme tout le monde, quoi. Des contraintes de people, de recrutement, des contraintes financières. Mais la priorisation, c'est vraiment pour moi le dernier écart. C'est ce qui fait qu'on aura du succès collectivement tout le temps. Tu évalues que vous êtes à quel cran de l'échelle, enfin, sur l'échelle de la maturité? À quel niveau? Prenons le marketing. Je pense que je saurais pas te répondre. Enfin, si, mais je vais te faire une moyenne un peu en humilité, et aussi parce que ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien l'idée que si tu dis que tu es à 9 sur 10, tu bosses plus, tu n'as plus le feu sacré, quoi. Donc je vais te faire une réponse à 5 sur 10. Okay. En fait, ce qu'il y a... Je peux te dire aussi ce qu'il y a dessous la question, c'est qu'est-ce qui change en fonction du niveau sur l'échelle. Puis tu as pu observer une évolution. Ouais, il y a des choses qui donc voilà. Que le niveau actuel, en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est à quelle vitesse ça va, à quelle vitesse ça évolue dans l'échelle. En fait, peu importe qu'on soit à 1, 2, 5. Exactement. Déjà, c'est lequel on va regarder. S'il y en a qui sont à 1, c'est pas grave, ça peut rester à 1 encore pendant 2 ans. S'il y a des trucs à 1 qu'il faut tacler maintenant, il faut qu'on arrive à les détecter. Et après, c'est la vélocité, la progression à l'intérieur de ça. Puisque je trouve assez intéressant aussi dans mes rapports d'étonnement, dans ce que je vois, c'est que qui dit très forte croissance dit que tu as des choses qui ont évolué très vite en maturité, parce qu'un un besoin particulier à un moment T, parce que des skills particuliers chez une personne qui était là, et donc on est allé très loin. Et donc tu as des différentiels assez forts. Tu as des choses qui sont très très robustes, très très matures, qu'on peut laisser tourner pendant quelques mois, quelques années, en ayant globalement une certitude qu'on est au bon niveau et qu'on va garder cette avance. Et il y a d'autres sujets, pour le coup,
parce qu'on les a pas regardés ou parce que c'était moins la prio de soit des ou des skills des personnes en présence, où là, il faut attaquer fort tout de suite, quoi. Et donc, si on s'imagine la zone, là, le territoire qui t'inquiète le plus, c'est lequel? Enfin, c'est lui où justement tu vas le plus souvent parce que il faut trouver quelque chose. Il n'y a rien qui m'inquiète, qui me réveille la nuit en me disant on va mourir, ça va pas aller. Mais alors, pas ce niveau de... Non, mais j'essaie de chercher, est-ce qu'il y a des choses qui fondamentalement m'inquiètent ou m'angoissent? T'es pas quelqu'un d'angoissé par nature? Non, un petit peu. Je pense que c'est vraiment comment... c'est pas pour te faire plaisir, mais j'aime bien cette idée d'instinct collectif, mais c'est comment on crée un... Tu peux me faire plaisir. Je te fais plaisir. Comment on crée cet instinct collectif, cette mécanique collective, ces réflexes collectifs pour être encore plus maître de notre destin à titre individuel, dans un cadre où on a bien défini des prios, pour que les gens s'éclatent, dans un cadre qu'ils ont défini avec leur manager, avec les autres équipes en transverse, et pour se donner les moyens de dire non et d'aller en profondeur sur des choses. En fait, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Donc c'est ça, c'est comment collectivement on arrive à garder de la profondeur, à se dire que c'est un marathon. Il y a des méga coups de rush, c'est normal, mais la big picture, c'est quoi? C'est quoi le cap? Est-ce qu'on est toujours dans ce cap-là? Est-ce qu'on avance dans la bonne direction? C'est ça le plus important. Et c'est pas facile quand on a le nez dedans. Donc c'est ça mon focus numéro 1. Parce que je pense que c'est là où j'ai le plus d'impact, en fait. Sur une équipe de 70-80 personnes, si on arrive à adopter collectivement ces réflexes-là, avec du respect et tout, on va y arriver, quoi. Et on dirait que c'est vraiment un sujet de CEO, ça. Je pense que c'est un sujet de manager de manière générale. Tous les managers de 3 personnes, de 5 ans, c'est essentiellement un sujet de CEO. Donc ça doit l'inquiéter encore plus à son niveau. Après, peut-être qu'il y a des équipes qui sont naturellement beaucoup plus fortes pour faire ça. Je pense que chez nous, les équipes opérations sont, je pense, plus fortes sur les logiques de priorisation. Est-ce qu'il y a des boîtes qui t'inspirent justement là-dedans? J'essaye, encore une fois, un peu en humilité, parce que c'est pas comme si j'étais le bras droit de Sundar Pichai quand j'étais chez Google, mais j'essaie de m'inspirer de ce que j'ai vu et de ce qui, de ma petite fenêtre, m'a semblé efficace ou un peu moins. Après, c'était une boîte quand j'étais de 130 000 personnes. Quand je suis rentré, c'était 40 000. Donc, c'est difficile de faire des analogies de croissance, même si tu vois des choses au niveau du pays qui peuvent ressembler. Mais on va dire dans l'organisation, j'aime beaucoup, fondamentalement, les organisations assez plates, assez décentralisées. C'est ce que je te disais un peu au début sur ma méfiance, on va dire, un peu, et mon expérience un peu plus tech que la moyenne, en tout cas de boîte américaine. Je suis toujours un peu méfiant vers les multiples liens hiérarchiques ou les équipes très petites, tu vois, où tu as un ratio de 1 manager pour 2 managers, 3 managers. Je suis très méfiant, j'aime pas du tout ça. Je trouve ça trop plat, je trouve que tu distends les lignes de communication et tu favorises pas tu donnes pas envie aux gens d'aller chercher l'info par eux-mêmes. Tu leur donnes pas envie de se débrouiller, de se dire ok, j'y vais, et puis tu vois, je demanderai pardon après, quoi. Les trucs très hiérarchiques, tu dois demander la permission tout le temps, donc tu fais plus rien. Donc je regarde forcément ces boîtes-là qui sont plus décentralisées. Moi, les entreprises que je regarde, ou celles qui m'intéressent d'un point de vue aussi recrutement, parce qu'en fait, une fois que tu recrutes, tu prends toutes ces bonnes pratiques. C'est des belles boîtes de retail qui ont réussi ou sont en train de réussir, du Wayfair aux US, Zalando forcément. J'aimais beaucoup Azos quand je bossais aux US, j'aimais bien leur façon de faire les choses. Voilà, on discute aussi beaucoup avec Mano Mano, on a beaucoup de points de ressemblance, et pas juste notre footprint un peu géographique. Et puis on a aussi beaucoup d'ex-amazoniens, d'ex-discount chez nous qui amènent beaucoup de rationalité, beaucoup de logique retail, et dans la gestion de projet, dans le management qui sont super intéressants. C'est un enjeu de diversité après, mais à titre perso, je ne regarde pas assez, je devrais regarder plus. Puis après, on a des modèles de boîtes, donc plutôt sur le business model. Donc là, c'est Patagonia, c'est d'essayer de travailler main dans la main avec Vestirco, qui est sur des thématiques assez similaires à une autre. Mais on est un peu pirate dans l'âme, donc il est un peu irrévérencieux. Tu l'as vu avec Hack Market, par exemple, on aime bien l'idée qu'on vient être un peu le poil à gratter de cette industrie du neuf qui crée des habitudes de consommation un peu robotiques où tous les ans il faut remplacer son iPhone parce qu'on pense que l'autre va être mieux sans réaliser l'impact négatif que ça peut avoir. Donc collectivement, c'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement. On est assez méfiant par rapport à des modèles qu'on pourrait répliquer.
on essaie de tracer notre propre chemin. Si tu prends le poste d'observation assez privilégié que tu avais chez Google et maintenant que tu es de l'intérieur chez Web Market, est-ce que tu arriverais à dessiner ta représentation d'une scale-up? C'est plus simple comme ça. Alors, dessiner la représentation d'une scale-up avant et après. Est-ce que, selon toi, il y a une secret sauce? Et si oui, qu'est-ce que ce serait de ces boîtes qui arrivent à... Non, je pense pas qu'il y ait de secret sauce. On en revient pour moi à des choses assez fondamentales qui sont quel problème on essaie de résoudre. Est-ce qu'il y a une vraie friction quelque part, un truc qui est fondamentalement inefficient, soit parce qu'il y a une situation monopolistique. J'ai beaucoup d'anglicisme, malheureusement, c'est très moche. Donc situation monopolistique quelque part, ou une hégémonie d'un ou plusieurs players dans des industries qui sont là depuis 50 ans, qui ne sont pas réinventées, ou des frictions d'un point de vue conso qui sont évidentes et qu'il faut régler, ou création d'un nouveau besoin. Ça, c'est plus rare et plus difficile. Et la secret sauce, c'est quelle est l'exécution derrière. Je réponds un peu sur la secret sauce, je pense que l'exé est super importante. Mais fondamentalement, il y a ça. Si ça n'existe pas, bon, tu peux faire des mirages, tu peux lever. Il y a un moment, la réalité te rattrapera, c'est que tu n'auras pas ton product market fit et tes consos comprendront que ce que tu vends, c'est du vent, ou quelqu'un d'autre le fera mieux que toi. Donc, en te répondant, j'alimente ma réponse de 1, à la genèse, qu'est-ce qu'on essaye de régler comme problème, et 2, l'exé. Et qui dit exé dit les gens. Ta secret sauce, c'est ça. C'est tes premiers recrutements, tes fondateurs, des recrutements d'après. Et dans quelle mesure après, tu arrives à recruter un peu, tu sais ce que dit Steve Jobs, des A-players. Comment tu combats le fait qu'à un moment, tu vas avoir fatalement, quand l'organisation grandit, l'envie, parce que tu dois aller très vite et qu'au début, tu n'as pas forcément les moyens de payer très cher aussi, de recruter un peu tout venant. C'est pas péjoratif, mais parfois, tu es tellement pressé, tu as besoin d'aller très vite sur tes recrutements que tu ne te dis pas, en fait, est-ce que 2 ans, c'est la bonne personne? Est-ce que c'est les bons sujets? Non, mais il y a quand même ce truc, tu vois qu'il y a des gens qui ont quand même un peu vu la lumière sur ce qui peut se passer à partir du moment où tu craques un marché. Et qui a aussi eu c'est quand même ce que tu viens de dire, mais il y a ce truc un peu Jésus-Christ, quoi. Un peu, c'est pour ça que je pensais à Don Quichotte précédemment. Je vois la mission, je suis à peu près certain que ce produit va marcher et je suis capable d'avoir les gens qui vont aller ébruiter le sujet et amener la puissance, quoi. C'est sûr que tu as besoin d'avoir des fondateurs, des leaders qui soient un peu inspirants et qui détonnent et qui soient capables de ne pas prendre les sentiers battus. C'est même pas que... Enfin non, mais parce que j'ai parlé de Jésus, donc tout de suite ça a placé le... Ouais. Mais c'est... Donc non, même si on enlève ça, en fait. Écoute, je le retravaille, je te le reproposerai. Non, mais des gens qui ont vu. Il y a le rapport à la vision, Ouais. qui ont un rapport au monde et qui sont capables, en effet, de l'exécuter. Et ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Non, bah, c'est sûr. Bah, attends, pour un... Et c'est pas messianique. de l'ordre du métier. Ouais. Non, je pense que c'est un talent assez unique et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être fondateur, CEO d'une boîte et de l'amener à un succès même relatif. C'est parce que finalement des gens qui diront j'ai eu cette idée, oui c'est évident, mais en fait, il y en aura plein, quoi. En fait, ça paraît, j'ai du mal à le dire et c'est vrai que ça paraît totalement évident, mais quand même pourquoi est-ce que cette évidence me frappe? C'est parce qu'elle contraste avec cette autre mythologie de la start-up qui est ça va, aujourd'hui tu peux lever des fonds avec un deck, le truc très le start-upper qui est très cool, tu vois, qui... Et en fait, bah non, c'est évident parce que ce stéréotype est très superficiel, mais en fait, cette mythologie, pour le coup, c'est une légende. Il y a, en tout cas, moi, dans les gens que je rencontre, il y a rien qui ne vient certifier la superficialité de la mythologie. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que tu peux toujours trouver des exceptions, comme dans n'importe quelle situation. Tu as des profils un peu
un peu iconiques. On se parlait avant d'arriver. J'arrive chez WeWork et je viens de regarder We Crashed, tu vois. Tout ça aide aussi ou contribue à cette vision un peu délurée et très cool de l'entrepreneur, quoi. Parce que en fait, ce qu'on voit, c'est Elon Musk qui fume un pétard pendant un entretien. C'est Jared Leto qui joue, comment il s'appelle, Neumann, le fondateur de We Crashed, et qui envoie des teufs de l'espace au bureau en plein milieu de la journée. La réalité, elle est un peu différente. Après, on se marre beaucoup, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de hasard, quoi. C'est une vision répétée, c'est un cap tenu malgré toutes les tempêtes, et puis c'est beaucoup de travail de tout le monde. Et après, c'est les mêmes problématiques que dans n'importe quelle entreprise. C'est juste le rythme est différent. Il l'aide dans plein de cas, parce qu'effectivement, tu as des fonds, tu peux faire des choses plus vite, tu peux recruter un peu plus vite. Et c'est aussi un handicap dans plein d'autres cas. Mais il n'y a pas d'hasard, quoi. Bah, t'as beaucoup moins de choses qui sont établies, tout est à construire, quoi. Donc, dans plein de boîtes, t'arrives, les process sont en place, quoi. Enfin, on se parlait d'OKR, par exemple. Moi, je le mets en place. T'arrives chez Google, chez Amazon, chez les autres. T'as un outil, quoi. Donc, de début de ton quarter, le manager, il a un outil, il est bien foutu, tu perds pas de temps. Voilà, t'arrives, tu dis, OK, je vais mettre en place les OKR, vas-y pour le mettre sur un Excel, quoi. C'est compliqué. Faut le faire vivre avec 80 personnes. Et ça, il faut le construire. Et il faut le construire en plus de tout. C'est super fun, mais il n'y a pas de hasard. Il faut bien choisir ses prios, il faut bien le faire, quoi. Donc, ouais, la réalité est différente. Je ne vais pas dire quelque chose de différent je pense, de tous ceux qui sont passés par cette chaise. Ils ont probablement beaucoup plus d'expérience que moi en scale-up, en start-up, mais il n'y a pas de hasard, quoi. Alors, c'est ça qui est bien. C'est aussi ce qui motive notre parcerie, c'est que ce poste-là est récent. Donc, vous êtes, c'est un peu comme les chasseurs au coin du feu, quoi. Vous n'êtes pas très nombreux à pouvoir vous raconter des récits de chasse. La chasse, ouais. Je sais pas si on chasse la licorne. Et puis en plus, tu as un truc aussi qui est que, comme tu es sur une pente très ascendante, c'est juste en termes de nombre de people, quoi, et de nombre de marchés sur lesquels tu opères, c'est qu'en fait, les réalités changent toujours. Tu n'as jamais vraiment fini, quoi. De 0 à 10, tu ne travailles pas, tu n'as pas les mêmes prios, tout est très informel. De 10 à 50, tu commences à mettre un peu de complexité. De 50 à 100, de manière générale, dans toute la boîte, là, en fait, tu sens que tu deviens une grosse boîte. Et puis à partir de 100, tu peux plus connaître tout le monde par son prénom. Tu te dis, tiens, lui, je l'ai jamais vu, elle, je l'ai jamais vu, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu commences à voir. Donc il faut beaucoup de bienveillance. C'est là où la culture est mise énormément sous tension. Avant ça, elle est incarnée par les fondateurs. Après ça, tout d'un coup, tu as du management, du leadership qui doit l'incarner, mais qui met aussi sa patte. Donc ça doit être très difficile pour les fondateurs de laisser, quoi, de laisser la main. Donc tu as vraiment des étages un peu de la fusée, pour utiliser des analogies un peu habituelles, où tu as des problématiques de management et de business qui sont radicalement différentes à chaque fois. C'est ce qui rend le truc très, très, très excitant aussi. Oui. Plusieurs vies en une, quoi. C'est ça. Et qui fait aussi qu'il y a certains profils qui peuvent en être et d'autres peut-être un peu moins. Est-ce qu'il y a le quiz, Thomas, en entretien? Est-ce que tu as des questions un peu fétiches, ou alors au contraire c'est complètement processé, qui te permettent de vérifier l'adéquation alors profil, c'est une super bonne question. Moi, mon premier entretien pour mon premier job CDI à Paris, c'était dites-moi combien il y a de pharmacies dans Paris, vous avez 10 minutes, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment nul. Alors, j'ai trouvé ça nul. J'ai eu le job, donc peut-être que j'avais bien répondu, mais je me suis dit, en fait, c'est quand même très, très difficile avec ça, rétrospectivement, d'avoir un fit culturel, de sentir ce que les gens ont au fond d'eux. En fait, comment tu dis que tu as envie de boire une bière après une journée avec cette personne-là, quoi? Bah ouais, super, on pourra débriefer de ta méthodologie sur les pharmacies dans Paris, mais tu vois. Donc, j'ai plutôt des questions aussi liées à mon passage chez Google, forcément, mais j'aime bien garder des questions plus perso, sans rentrer dans le personnel, mais comme tu vois, comme qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps, quoi. C'est quoi ta go-to un peu activité quand tu as du temps? Ça te sert à quoi, ça? Qu'est-ce que tu cherches? Ça me sert à cerner un peu la personne, et ça me sert à voir si on va pouvoir amener un peu de diversité aussi dans les équipes, dans les profils. Voilà, on a envie de gens différents qui ont des activités différentes. Voilà, j'ai envie de me dire, quand je bois une bière, qu'ils vont raconter un truc nouveau, fun, marrant, différent. Quelle que soit l'activité, j'essaie de ne pas la juger, quoi. Donc ça, c'est plutôt pour moi.
Après, dans les entretiens, ça dépend à quel niveau. Mais c'est un sujet qui me passionne beaucoup pour toutes les raisons qu'on s'est données. C'est qu'en fait, si tu le fais bien, le recrutement, derrière, c'est un super investissement pour venir sur des trucs un peu plus tangibles, pour la boîte, pour toi, pour l'équipe. Et donc, moi, j'essaie de passer beaucoup de temps avec les équipes People et d'autres leaders de l'orga pour essayer de structurer un peu notre process de recrutement. Donc, on travaille en ce moment sur la structuration des derniers entretiens autour des valeurs de back market et du fit qu'on voudrait avoir avec les personnes. Alors, attention, fit, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le monde dans le même moule, bien au contraire, donc il faut bien le travailler, ça. Et du coup, ça passe par travailler super bien les questions que tu poses. Parce que dans une question, tu peux probablement induire une dizaine de biais sans faire attention. Donc, on met beaucoup, beaucoup d'énergie à rédiger, challenger. Parfois, tu te dis c'est futile, c'est pas possible, on est à la lettre, on est au mot près. Ouais. Mais en fait, c'est super important pour poser ces bonnes questions. Tu vois un avant et après questions biaisées et questions sans biais. Tu pourrais nous donner un exemple? J'ai pas d'exemple précis. Moi, j'essaie de travailler. En fait, un truc qu'on essaie de faire collectivement et que que je contribue à essayer de faire avec l'équipe de recrutement, c'est d'avoir un bon mix de questions situationnelles et des questions comportementales et un peu plus théoriques. Parce que tu as des gens qui vont juste t'interviewer sur qu'est-ce que tu ferais si, comment tu ferais ça, comment tu as fait ça dans le passé, juste basé sur l'expérience par exemple, ou juste basé sur des situations. Et puis tu en as d'autres qui au contraire vont poser des questions très très métaphysiques, un peu sur mon sujet de pharmacie. Et en fait, si tu n'as pas d'entrée de jeu dans ton process, un équilibre sain entre ces types de questions et entre les types de personnes, entre les personnes qui vont poser ces questions-là, tu peux te retrouver à avoir recruté quelqu'un uniquement sur sa capacité à réfléchir à la méthode des pharmacies. Et c'est pas bon. Donc ça va être ça. Et après, sur les jobs, un peu en hard skills, sur les jobs notamment par exemple aux médias, j'essaie de prendre le contre-pied de ce qu'on a fait. Et j'attends de voir si quelqu'un va être capable de challenger un peu ce qu'on a fait, de nous démonter, de nous dire qu'on a fait tout à l'envers. C'est ce que je préfère, je trouve. Parce que du coup, je vois de l'authenticité, je vois comment la personne réagit par rapport à une situation qui est un peu difficile. C'est une question qui n'est pas facile. Tu n'as pas envie de démonter le travail qui a été fait. Et en même temps, tu as envie de montrer que si c'était toi, tu l'aurais fait de manière un peu différente, peut-être meilleure. Donc je trouve que c'est des questions assez révélatrices. J'aime bien. C'est peut-être un poil sadique, mais j'apprends vachement des réponses à ces questions. Est-ce que tu vois quelque chose sur l'hypercroissance qu'on n'a pas abordé et qui te semble hyper important? On avait dans le small talk parlé en effet de WeCrash et de la toxicité de ce que le modèle peut apporter. Non pas que tu ne disais pas que le modèle de back market était toxique, mais qu'il y avait des situations qui pouvaient être difficiles. Est-ce qu'on les a... J'ai l'impression que tu en as parlé dans dans la difficulté de prioriser peut-être, mais peut-être que tu faisais référence tout à l'heure à autre chose. Je voudrais pas penser à ta place. Non, c'est un environnement qui est absolument pas toxique. Oui, voilà, pardon, je précise bien que tu n'as pas dit que c'était un environnement toxique. Absolument pas. Il y avait eu une association d'idées. Non, c'est parce qu'on se parlait de la récence de. J'avais longtemps que j'avais pas été chez WeWork et en fait, je me suis maté la saison il y a pas si longtemps. J'ai réussi à regarder une saison de série entière. C'est un moment. Et tu me posais une question sur les fondateurs, sur la vision, etc. C'est pour ça qu'on était là-dessus. Non, et pour revenir à ta question sur l'hypercroissance, j'ai vraiment ce sujet de priorisation en tête là parce que c'est un peu le focus. Ton Rubik's Cube là. Ouais, c'est un peu mon Rubik's Cube. Mais je pense qu'il est pour tout le monde, donc peut-être que j'invente pas la roue, mais ça mérite de s'y concentrer. C'est ce qui a le plus d'impact de ma perspective. L'élément d'un point de vue business qui est vraiment critique, c'est comment tu plantes des graines dans un contexte où tu as une tonne de choses à faire opérationnellement parce que tu scale up, donc tu as plein de basiques à corriger, tu as plein de choses qui sont évidentes pour n'importe quel autre business parce qu'elles ont eu 20 ans, 10 ans pour les mettre en place, qui n'existent pas. Et donc, comment tu trouves le bon équilibre entre là, je dégage du temps. Je reviens un peu sur mes sujets de priorisation, c'est un peu toujours le même sujet, mais d'un point de vue business, comment je dégage du temps et comment je trouve les bonnes graines à planter pour que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai un truc qui a avancé et que je puisse récupérer, que j'ai seedé en fait, j'ai un peu bootstrappé le truc et hop, je peux le prendre
et rester ou re-rentrer dans cette logique de scale. Ça, c'est fascinant. C'est un truc que je pense Back Market a bien fait jusqu'à maintenant, ne serait-ce qu'en implantation géographique. Et c'est un truc qu'il faut qu'on continue à faire de manière essentielle pour aller vraiment mapper toutes les étapes de la circularité dans lesquelles on s'inscrit, quoi. C'est pas juste vendre de la tech reconditionnée. Il faut être capable de la reprendre, il faut être capable de la réparer, il faut être capable d'apporter des services si on veut réduire la consommation de neuf, si on veut étendre la durée de vie des produits. Et donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faut arriver à poser ces briques, et c'est une tension naturelle pour toutes les scale-up, mais qui est très très difficile à réaliser. Parce que tu as toujours quelque chose de beaucoup plus brillant, rutilant, juste là au coin de la rue, quoi. Il faut accepter de passer son chemin parce qu'il y a un cap, il y a quelque chose de fondamentalement beaucoup plus aligné aussi avec la vision qu'il faut prendre en main et développer. C'est clair. Écoute, j'ai un dernier dessin pour toi. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit dessin pour finalement l'heure et demie qu'on a passé ensemble? Est-ce que ce dessin doit illustrer cette heure et demie? Association d'idées. Ok. Freestyle. En fait, ouais, ok. Allez, freestyle, association d'idées. Parfois, il faut savoir donner l'illusion que tu sais dessiner et faire des choses. Et donc, un petit tuto YouTube, un truc très bête, hop, et tu donnes l'illusion d'eux. Et parce que, probablement, à l'âge de 15 ans, j'ai réalisé que je ne savais plus dessiner et que c'était profondément humiliant. À l'époque de la vache folle, je me suis dit, tiens, je vais dessiner une vache folle comme Plantu l'a fait. Et c'est le seul truc que je sais faire. Donc, je vais te la dessiner, je te laisserai juger. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce dessin... C'est du Petit Prince ou pas? C'est un peu différent parce qu'en fait ça commence comme ça, donc tu dis c'est très équivoque et ça va pas du tout qu'est-ce que le mec va me dessiner. Puis en fait tu fais tes oreilles, après tu traces ton cou, puis après tu fais tes cornes, voilà, c'est comme ça, puis après tu fais tes yeux, puis après ta vache devient complètement déglingo et elle devient tellement déglingo qu'elle postillonne partout, et puis tu la signes comme ça et t'as l'impression d'être un dessinateur. C'est pas ma meilleure vache folle, mais parfois, tu vois, en scale-up, faut savoir couper et donner l'illusion d'eux. Ouais. Voilà. Et ben tu vois, si on met une petite corne, tu vois, au milieu, on pourrait presque penser que c'est... Ah ouais, tu fais une petite licorne là comme ça, une ouais. crazy. Bon, okay, écoute, la prochaine fois qu'on se voit, j'aurais bossé sur une licorne folle. Ouais. Mais là, ça ressemble beaucoup trop à une vache, quoi. C'est évident. Enfin, j'espère. Ben oui, évidemment. Et donc, je vais pas le prendre pour moi. Mais Ah non, surtout pas. Non, mais j'ai fait une association d'idées avec le dessin, avec la scale-up, donc tu ne peux absolument pas la prendre pour ça. En fait, là, je crois qu'on va vraiment tout... Comme je t'ai dit, c'est quand même notre modèle économique. Là, ça va être dur pour les autres. Ok. Merci. Grand plaisir. On va... Merci beaucoup. Je t'en prie. Oh, Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode? Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hypercroissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.